je voudrais profiter de ce repas de Pâques pour échanger avec vous. Échanger avec vous sur la Côte d'Ivoire, comment je la vois et comment vous la percevez. Parce que quand on parle d'un pays, on parle aussi de son avenir. Et son avenir, c'est sa jeunesse. Donc, je voudrais savoir comment vous voyez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous dire comment moi je vois la Côte d'Ivoire. Profitez pour échanger un peu avec vous. Merci donc de me consacrer cet après-midi de votre temps si précieux. Vous savez tous que dans 18 mois, pour ceux qui ont déjà calculé, dans 18 mois, il y aura une échéance importante en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en octobre 2020. Vous prenez donc les 8 mois de 2019 et les 10 mois de 2020, ça fait 18 mois. 18 mois, c'est 3 semestres. 3 semestres, c'est très vite arrivé. C'est très vite arrivé. Normalement, si on n'était pas en Côte d'Ivoire, qu'on était dans un autre pays, il devrait déjà avoir des débats entre les partis politiques, des débats entre les candidats à l'élection présidentielle. Il devrait avoir des débats pour que les jeunes, pour que la population sache à quoi s'en tenir, sache qui choisir. Mais c'est curieux, il n'y a pas de débat. Et les échéances vont arriver très vite. On va se retrouver en octobre 2010. Et les gens vont choisir des gens. Les électeurs vont choisir des candidats sur la base de la couleur de leur peau, sur leur tribu, sur leur fortune, sur leur proximité, mais des critères qui n'ont rien à voir avec le développement de la Côte d'Ivoire, des critères qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de la jeunesse. Donc, je me sens un peu comme obligé de braver les difficultés, de surmonter ma gêne et quelquefois même ma timidité pour échanger avec les jeunes. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un pays auquel Dieu a tout donné. Comme vous le savez, nous avons un sol extraordinaire. Un sol extraordinaire. On avait le cacao. Aujourd'hui, on a l'anacarde. Et ça, c'est sans effort particulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une politique de développement du cacao. C'est nos parents, les planteurs, qui se débrouillent tout seuls. Et finalement, sans qu'on se rende compte, la Côte d'Ivoire est devenue premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde. Avant, on était premier en café. On a l'EVA. On a toutes sortes de choses que je ne peux pas citer ici. Et puis la Côte d'Ivoire a de l'or. Et comme vous êtes jeune, essayez de vous renseigner. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire a plus d'or que le Ghana. Mieux, la Côte d'Ivoire a plus d'or que tous les pays qui l'entourent à la fois. Et ce n'est pas la seule richesse minière que nous avons. Diamants, bauxite, etc. Nous avons une façade maritime. Nous avons une jeunesse dynamique. Comment, dans un tel pays, on peut observer ce que moi j'observe? Qu'est-ce que j'observe? J'observe que les étudiants de Côte d'Ivoire sont des jeunes qui font 20 ans d'études et puis à la fin, ils ne trouvent pas du travail. C'est ce que j'observe. J'observe qu'aujourd'hui, dans un pays réputé ou proclamé émergent,
Vous trouvez des classes dans des lycées dits professionnels où il y a 130 élèves en double vacation. Moi, je discute avec les professeurs et ils me disent, dans ces conditions, on ne peut même pas enseigner. Nous devons faire 3 devoirs par trimestre. Il y a tellement d'élèves que nous ne pouvons même pas faire un devoir et recommencer parce que la correction est trop difficile. Et donc, aujourd'hui, nous avons une école, non seulement elle est mauvaise, mais on peut dire qu'elle n'existe pas. C'est la cata. C'est la catastrophe. Je pourrais m'arrêter là. Quand vous apprenez par ailleurs que le kilogramme, pour ceux qui ont des parents qui font ce travail, le kilogramme d'anacarde est à 100 francs et on cherche des acheteurs, on ne trouve pas. Que le kilo de cacao est à 700 francs, mais que le gouvernement a augmenté à 750 en prenant une partie de je ne sais quel argent pour compléter. Bon, cet argent, de toute façon, cet argent appartient aux paysans à la base. Donc, quand je vois tout ça, je dis, ce n'est pas normal que dans notre pays, il n'y ait pas de débat, il n'y ait pas de réflexion. C'est ce qui peut nous amener petit à petit vers la vérité. Et c'est pour ça que je poursuis les jeunes. Je voudrais que la jeunesse de Côte d'Ivoire ne rate pas ce rendez-vous historique. C'est-à-dire d'abord que tous les jeunes soient inscrits sur la liste électorale. J'ai fait un sondage, je me rends compte que la majorité des jeunes n'est pas inscrite sur la liste électorale. Et même ceux qui sont inscrits ne votent pas. Comment voulez-vous participer au changement, participer à l'amélioration de votre avenir si vous ne participez pas au choix de celui qui va diriger la Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est le premier point sur lequel je voulais échanger avec vous. Je suis venu vous dire, par ailleurs, que ce pays ne mérite pas la gestion dont elle est l'objet aujourd'hui. Le problème de la Côte d'Ivoire, je l'ai identifié, ou je les ai identifiés. Ce sont des problèmes de gouvernance. Le premier problème, je suis fatigué de le dire, c'est les détournements de deniers publics. Alors, tout à l'heure, celui qui a pris la parole en votre nom a dit, il me félicite parce qu'il n'y a que des jeunes autour de moi. Je l'ai déjà dit quand j'ai rencontré certains d'entre vous à Jakarta, je l'ai dit, je n'ai même pas le choix. J'aurais voulu que des gens de mon âge soient à mes côtés. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Dès qu'ils entendent quelqu'un parler d'éradiquer la corruption, ils ne se sentent plus concernés. Parce qu'il y en a qui sont dedans, et il y en a qui espèrent qu'à l'occasion du changement en 2020, ça sera à leur tour. Et surtout, ceux qui ne sont pas encore dedans, ils se demandent, mais c'est qui ce type-là? Nous, on espère qu'en 2020, ce truc va venir dans notre camp et nous, on va faire ce que les autres ont fait. Et il dit qu'on doit éradiquer. Mais tant qu'il y a la corruption dans un pays, il n'y a pas de développement possible. Un pays où il y a la corruption finit toujours par la guerre. Parce que la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est des gens qui prennent des armes contre des innocents ou bien contre d'autres soldats. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a un travail, qui a un salaire mensuel, dit je ne vais pas au travail, alors que j'ai un salaire, je vais aller prendre un fusil pour aller faire la guerre? Jamais. La guerre, c'est une affaire de chômeurs. Celui qui est soldat, c'est qu'il chôme. On lui a dit, si tu fais la guerre que tu gagnes, on va te donner 300 000 francs. Donc, c'est la corruption. C'est la corruption qui fait que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de construire autant de classes qu'il faut. Vous avez appris récemment que le gouvernement s'apprête à recruter 10 000 enseignants.
Mais 10 000 enseignants, alors qu'il y a plus de 100 élèves dans les classes. Bon, vous recrutez 10 000. Alors que la norme académique dit qu'il faut une trentaine. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui savent calculer un peu comme moi, ça veut dire qu'il faut recruter 2 fois plus d'enseignants que maintenant. Il faut multiplier le nombre d'enseignants par 3. Mais les enseignants de Côte d'Ivoire, ils sont combien? Ils sont environ 150 000. Ça veut dire que si le gouvernement n'avait pas l'intention de plaisanter, ce n'est pas 10 000 enseignants qu'il faut recruter. C'est 300 000. J'ai été ministre de la fonction publique. Il y a environ 150 000 enseignants. Et vous êtes, chacun vient de quelque part, même à Boaké ici, allez regarder dans les classes. Et il faut recruter 2 fois plus d'enseignants. Ce n'est pas 10 000. 10 000, c'est une goutte d'eau. Je ne sais pas si c'est dans un bassin ou dans un verre. Mais ils ne le font pas par faute de moyens. Donc, à la base, de façon, l'enseignement général même jusqu'en terminale est bâclé. Et je ne vous apprends rien. Il y a parmi vous certainement des gens qui ont eu le bac sans jamais voir un professeur d'une matière. En général, c'est les maths. Dans tous les lycées de Côte d'Ivoire, il y a un déficit de professeurs de maths. Donc souvent, quand je parle des littéraires, les gens pensent que je suis contre les littéraires. Non. Certains sont devenus littéraires parce qu'ils n'ont pas vu leur professeur de maths. Ce n'est pas un choix. Personne parmi vous, je suis sûr, à Boaké ici, il y a beaucoup de filières littéraires, mais je suis sûr que personne parmi vous, en allant à l'école, s'est dit, moi, je vais être master d'histoire géo. Je suis sûr que personne n'a choisi ça. Un coup, il a vu, il est dedans. Donc, il est obligé de continuer, il est dedans. Quand vous demandez aux entreprises, elles vous disent simplement, il y a la place, mais on a la place pour des techniciens. Donc, quand je dis ces choses, les gens pensent que c'est parce que je suis contre les littéraires. Mais je ne suis pas contre les littéraires. Je suis contre le système qui condamne la jeunesse de mon pays au chômage. C'est ce système-là que je combats. Mais c'est la corruption. La corruption et l'incompétence. Quand je dis ce mot, souvent les gens me disent « Ah, mais toi, tu penses que tu es le plus intelligent, que c'est toi qui sais tout ?» Bon. Mais je suis obligé de reconnaître. Quand je regarde les résultats des uns et des autres, ceux qui ont été Premier ministre, Président, et ce que moi j'ai été, que je compare, je dis, en tout cas, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Parce que tout ça, on peut changer. La corruption, moi, je peux, au bout de 6 mois, c'est fini.